Voilà. Alors, merci beaucoup à toutes et tous pour votre participation. Donc, je me permets de couper le son des personnes qui ne l'avaient pas fait. On a donc aujourd'hui rendez-vous pour ce dernier webinaire cette saison de webinaires qu'on a entamé en novembre-décembre dernier. Et on est très heureux et heureuse de pouvoir avoir ce dernier temps d'échange avec nos collègues d'ActionAid IT. Donc je vois que Jean-Robert et Angéline sont connectés. Merci beaucoup pour votre présence. Je ne sais pas si Elisabeth est déjà là, elle va peut-être nous rejoindre. Euh, Ça nous fait très plaisir de pouvoir à chaque fois avoir ces temps d'échange aussi avec des partenaires, et notamment avec des partenaires de la Fédération ActionAid, avec qui nous réalisons des projets pour que nos collègues puissent à la fois présenter leurs activités et puis aussi répondre à quelques questions que vous pourriez avoir. Euh, Ce que je vous propose pour ce webinaire, c'est que je puisse très rapidement faire une petite introduction pour vous rappeler dans quel contexte nous travaillons avec ActionAid IT, et ensuite laisser tout simplement la parole aux collègues pour présenter leur action. J'animerai un petit temps d'échange à la fin. Comme à chaque fois, je vous propose de ne pas intervenir directement lorsque nous aurons le temps d'échange et de questions, de lever la main via l'application Zoom. Donc c'est dans une partie qui s'appelle Réagir. Si vous cliquez dessus, il y a la possibilité de lever la main. Je ne vois pas tout le monde, mais je basculerai aussi pour regarder vos caméras pour voir si quelqu'un me fait des grands coucous dans la caméra et j'essaierai de vous donner la parole. Ou alors vous pourrez aussi me le signaler sur le chat. Mais ça, je le rappellerai tout à l'heure. Euh, alors, on est d'autant plus heureux d'accueillir nos collègues que j'ai appris hier ou avant-hier que c'est un jour férié en Haïti, donc je suis sincèrement désolé de vous mobiliser aujourd'hui et je vous remercie d'autant plus de pouvoir intervenir aujourd'hui. Donc, je voulais simplement rappeler que ActionAid France, depuis maintenant quelques années, c'est un petit peu rapproché à nouveau d'une ligne qui était historique au sein de la Fédération Peuple Solidaire, de travail sur les questions notamment de souveraineté alimentaire. Et on l'a fait en rejoignant une campagne qui est commune à l'ensemble des ActionAid sur la justice climatique. Et dans cette campagne, nous avons décidé de travailler sur plusieurs axes. L'un d'entre eux, c'est l'interpellation de banques qui financent des grands groupes agro-industriels qui participent notamment à de la déforestation un peu partout dans le monde, qui aussi limitent la biodiversité avec des monocultures intensives, avec de nombreuses violations de droits humains sur lesquels nous travaillons avec nos partenaires, de l'épandage de pesticides, etc. La Fédération ActionAid, dans son combat pour la justice climatique, a jugé utile d'interpeller non pas directement ces entreprises, mais les banques qui les financent. Et donc ça, c'est un des premiers gros axes sur lesquels nous travaillons. Ça fait maintenant 2 ans que nous avons lancé une campagne contre BNP Paribas où nous nous mobilisons, nous les interpellons, nous les avons rencontrés aussi, pour essayer de voir comment BNP Paribas pouvait améliorer ses pratiques. Le deuxième axe sur lequel nous essayons de travailler, et notamment avec nos partenaires de la Fédération ActionAid, c'est de pouvoir soutenir les alternatives durables, et notamment les alternatives en matière d'agroécologie, agriculture familiale, de pouvoir soutenir les agricultrices, puisque nous continuons à nous mobiliser pour les droits des femmes, et pour que les agricultrices puissent aussi porter, incarner ce changement. Nous avons, dans le cadre de ce travail, obtenu un financement de l'Agence française de développement pour soutenir des activités d'ActionAid Haïti. Ça faisait quelques années qu'on essayait de travailler avec ActionAid Haïti. Ça n'a pas toujours été facile de réussir à solliciter l'Agence française de développement pour obtenir des financements. On en a eu, on en est très content. On espère que ce sera la première étape avant d'autres projets futurs. Euh, Surtout, je voulais en profiter, et ce sera pas long pour vous sensibiliser au fait qu'aujourd'hui, les finances publiques destinées à la solidarité internationale sont en danger. Et une des choses qu'on a pu observer très concrètement avec le financement de ce projet-là, c'est des retards extrêmement importants pour obtenir les subventions, tout simplement parce que tout retard de vote du budget du gouvernement français entraîne des retards dans la signature des conventions, dans le versement des subventions, etc. Donc nous avions eu l'information que nous pourrions travailler avec ActionAid Haïti fin 2024.
et nous commençons à travailler avec eux aujourd'hui à cause de ce contexte. Voilà, je vais pas être beaucoup plus long et sans plus tarder, je propose de passer la parole à nos collègues en les remerciant encore une fois pour leur présence. Alors, je sais pas comment vous aviez décidé de vous organiser de votre côté. Je crois que c'est Jean-Robert qui allait faire la présentation. Mais voilà, je vous salue tous les trois. Je vous laisse intervenir comme vous le souhaitez pour présenter vos activités. Oui, bonjour, bonjour Mehdi, bonjour tout le monde. Contente d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, l'idée, effectivement, c'est de vous présenter nos activités. Moi, je suis Angeline Anistis, je suis la directrice Action Aid en Haïti. Donc, je suis avec mon collègue Derry, c'est lui qui va présenter nos activités. Il va passer rapidement un petit peu sur le contexte pour que vous compreniez nos contextes d'opération en Haïti. Et puis, il y a Elisabeth qui va nous rejoindre un petit peu plus tard. Merci encore de votre disponibilité et à Derry pour la suite. Bonjour tout le monde, je suis Jean-Robert Derry, officier de fundraising pour Action Aid Haïti. Et il semble que ma collègue Elisabeth est là, elle est déjà là, donc si elle pouvait se présenter juste avant que je fasse la présentation de ce que j'avais préparé. Elie, tu es là? Oui, je suis là. Merci. Bonjour tout le monde. C'est Elisabeth Richer, responsable de programme. Heureuse d'être avec vous ce matin. Donc, merci Elie. Donc, et encore une fois, merci pour l'invitation, l'opportunité qui nous est donnée pour partager avec vous ce que nous faisons comme actionnaire en Haïti. Et du coup, je vais demander à Mehdi de me donner la possibilité de partager mon écran. Alors, je t'ai nommé co-hôte. Je pense que tu... Voilà, super, parfait. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir mon écran maintenant. Oui, Donc, le plan que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est d'abord un peu, comme Angeline l'avait mentionné, un peu le contexte. Je ne vais pas m'éterniser sur le contexte, mais le contexte est national et les priorités stratégiques de Action Aid Haïti 2025-2028 et les projets en cours. Et finalement, deux sujets de plaidoyer, comme Mehdi l'a déjà annoncé, en lien encore avec le plan des sujets de plaidoyer de Action Aid internationale. C'est la question des femmes, la question des terres, la question d'économie solidaire. C'est ce que nous allons en proposer à la fin. Donc, pour le contexte national, comme vous savez, nous sommes dans une crise sécuritaire. En 2025, on a eu 8100 personnes tuées, tandis que, et pour 5600 en 2024. 85% de Port-au-Prince est sous contrôle des groupes armés. Et aujourd'hui, on parle de l'Artibonite, un autre département qui est contrôlé aussi, le département du centre qui est attaqué. Donc, trois départements du pays sont totalement affectés par la présence des groupes armés, ce qui empêche la circulation des biens, services et des personnes. Donc, à cause de la situation de sécurité ici à Port-au-Prince, on parle de 1,4 million de personnes déplacées, soit 12% de la population en raison de l'instabilité. Et malheureusement, les principales victimes sont les femmes et les enfants qui représentent 50% de l'ensemble. Aussi, on a eu une augmentation des cas de violences basées sur le genre. En 2004, on parlait de 8480, en 2024, 8488 cas, tandis qu'en 2025, on parle de 7400 cas de janvier à septembre. Donc, on n'a pas eu encore les données actualisées sur le dernier trimestre de l'année 2025. Donc, 64% des incidents sont des violences sexuelles chez les femmes et les filles. Malheureusement encore, les femmes et les filles sont les personnes les plus touchées par la situation que nous vivons en Haïti. Aussi, nous avons la crise alimentaire. Et 5,9 millions d'Haïtiens, soit 51% de la population, est en situation de crise alimentaire en phase 3 et 1,9 million en phase 4, donc, qui représente 17% de la population en total. Donc, ça vous donne un peu l'idée de ce que nous vivons en Haïti, de la situation sécuritaire, socio-économique et politique
et en Haïti avec finalement la question de aujourd'hui, nous avons eu un conseil présidentiel qui n'est plus. Aujourd'hui, nous sommes dirigés par un conseil des ministres avec un premier ministre comme chef de gouvernement qui dirige le pays. Ça, c'est un peu l'idée de ce qui se passe actuellement en Haïti au niveau socio-économique et politique. Maintenant, quelles sont les priorités stratégiques 2025 et 2028 de ActionAid et quels sont les projets en cours? Donc, pour nous, nous avons deux objectifs stratégiques pour les 3 années qui viennent. C'est renforcer la résilience économique des communautés en soutenant l'agroécologie, l'agrotransformation, les initiatives économiques des femmes et des jeunes. Et l'objectif 2, c'est réduire la vulnérabilité, bien sûr, des populations face aux crises humanitaires, sociales et climatiques. C'est comme si ces 2 points stratégiques répondent directement à la crise que nous vivons, à la crise que je viens tout juste d'expliquer. Et comme vous savez que les personnes les plus vulnérables ou bien victimes de cette crise sont les femmes et les jeunes, encore, ils sont nos priorités pour les 3 prochaines années. Et donc, les principaux groupes cibles, c'est les femmes, les jeunes et les petits commerçants. Donc, quelles sont nos zones d'intervention? Nous intervenons dans 4 départements. La Grand'Anse, et c'est cette section-là, je ne sais pas si vous pouvez voir le curseur, c'est cette section-là, et la Grand'Anse, avec Jérémy et les Roseaux principalement. En l'Ouest, et nous avons notre bureau national ici à Port-au-Prince, mais nous intervenons également dans la zone de Petit Gouave, la zone de Valu, qui a été victime malheureusement du dernier ouragan Mélissa en octobre dernier. Et puis, nous avons le Sud-Est, où nous avons aussi 3 bureaux à Jacmel, à Belance et à Ansapitre. Nous intervenons également dans le sud-est et finalement dans le centre, dans le plateau central et surtout à Belader où nous accompagnons des jeunes. Et dans toutes les zones de nos interventions, nous faisons priorité aux jeunes et aux femmes, toujours avec 60% de ces 2 groupes-là comme nos principaux bénéficiaires. Quel projet que nous avons actuellement? Nous avons un projet, notre travail se divise en 2 groupes de projets, des projets de développement et des projets humanitaires. Donc, d'abord, je vais commencer par les projets de développement et surtout ce projet en particulier qui va être soutenu par les fonds de AFD à travers ActionAid France. Donc, ce projet que nous appelons GAFSP, le projet Paraga, c'est Agriculture et Résilience dans la Grand'Anse, un projet d'un budget de 3 millions dollars US. Et notre principal partenaire, c'est WOPAGA, qui est une organisation en communautaire. Et aussi, il y a PAM qui fait la supervision et GAFSP qui finance ce projet. Donc, les principaux bénéficiaires, c'est 10 000 petits agriculteurs et agricultrices qui vont recevoir ou bien qui reçoivent déjà des intrants et des formations pour une agroécologie durable. Principal résultat, c'est 12 000 arbres plantés en système agroforestier, amélioration durable de la sécurité alimentaire, création de centres de transformation et meilleur accès au marché. Donc, c'est très important de faire cette remarque parce que très souvent, et surtout avec la situation actuelle en Haïti, les gens, il y a des productions, mais les gens n'ont pas les moyens pour liquider ces produits sur le marché. Donc, c'est pour ça que l'accès à la transformation et aussi l'accès au marché est très important pour nous. Un renforcement de 90 groupes d'épargne et assurance agricole pour 5 000 producteurs et productrices et consolidation institutionnelle de ROPAGA qui est notre partenaire en local. Vous savez que la question de la localisation est très importante pour nous aussi aujourd'hui en Haïti. Comment renforcer les organisations communautaires locales afin qu'elles puissent répondre aux besoins. Surtout, elles connaissent très bien le contexte et la conjoncture et la réalité de leur milieu. Donc, principale activité, c'est formation en agroécologie et distribution de plantules, appui aux femmes à l'élevage et à l'entrepreneuriat rural, et mise en place de fonds rotatifs et de mécanismes d'assurance agricole, élaboration de plans stratégiques et renforcement de la gouvernance
Ah, alors, Non, ça, Ça revient. c'est en train de revenir? D'accord. Oui, oui. climatique, souveraineté OK. alimentaire dans la grande. Ça, c'est de ce projet. Donc, comme vous savez remarquer, vous allez remarquer, il y a 2995 agriculteurs et agricultrices qui sont soutenus et 997 ont reçu des formations agroécologiques. 255 ménages ont reçu des bétails, en soutien vétérinaire aussi. Formation sur apiculture, 19 formations. Et 99 500 arbres déjà plantés. Et bon, c'est encore pour la question du reboisement. Donc, ce sont ces activités-là qui ont été déjà réalisées dans le cadre du projet GAFSP. Et maintenant, nous passons à un autre projet qui est celui de, financé par AFD, que nous venons tout juste de commencer. Et de commencer, comme Mehdi l'a dit, ça fait environ 1 an et quelques mois ou presque 2 ans que l'accord a été signé, mais les financements ont tardé à arriver. Donc, ce projet, c'est un budget de 125 169 euros 19. Donc, partenaire actionnaire d'Haïti avec 20 organisations en local dans la Grand'Anse. C'est toujours en soutien au projet de GAFSP. Et les 20 organisations locales sont constituées d'agriculteurs, agricultrices et des personnes dans la communauté. Donc, principaux résultats, c'est mise en place de 12 parcelles démonstratives agroécologiques, production et diffusion de données et études sur l'agroécologie et l'accès à la terre, en particulier pour les femmes, renforcement des capacités des organisations locales pour l'agriculture familiale durable. Donc, les principales activités sont la formation en agroécologique et agroforesterie, création de parcelles démonstratives et dotation en semences et matériel agricole. Donc, nous aurons aussi une visite d'échange entre pairs parce qu'il y a, et comme j'avais dit tantôt, nous intervenons à Petit Gouave. Donc, il y a notre partenaire qui est à Valu, APV, qui a une très bonne expérience. Donc, nous allons faire en sorte que l'équipe de Ropaga qui se trouve à Grandance puisse participer dans des échanges avec APV, apprendre de APV des techniques, des structures et afin de consolider leurs compétences en agroécologie. Donc, finalement, aspect innovant, c'est combinaison du renforcement des capacités locales, production de connaissances et plaidoyer pour promouvoir l'agroécologie comme alternative durable au système agricole intensif en mettant l'accent sur l'accès, comme j'ai dit tantôt, les femmes et les jeunes et la justice climatique. Et comme Mehdi l'avait déjà mentionné, Action internationale est dans une campagne de justice climatique et à travers la question des fossiles, des gaz fossiles. Donc, l'autre projet de développement, c'est ce projet que communément nous appelons chez nous TIF. C'est un projet pour renforcer la capacité des jeunes, autonomisation politique et économique des jeunes à l'ASCAOBAS dans le centre. Le budget de ce projet est de 554 993 euros. Notre partenaire local, COSAD, donc ActionAid aussi, c'est ça, ActionAid Haïti. Nous essayons toujours de travailler avec un partenaire local. La question de la localisation nous tient à cœur et c'est très important pour nous parce que finalement, ce sont ces partenaires qui vont rester dans les communautés et ce sont eux qui doivent assumer la responsabilité de faire avancer les choses dans les communautés. Donc, on a ces 250 jeunes sont formés sur différentes thématiques. Donc, comme vous pouvez voir dans les photos, il y a carrelage, il y a des clubs de lecture, il y a aussi des formations en politique, des formations civiques et informatiques, etc. Donc, principaux résultats, c'est mise en place d'un mouvement de sensibilisation et d'un engagement politique des jeunes. Comment impliquer les jeunes dans la politique? Nous avons même pensé qu'à un certain moment,
Et malheureusement, nous n'avons pas eu d'élection en Haïti au cours des 6 ou 7 dernières années. Bon, surtout, nous pensons que cette année, nous allons avoir des élections en Haïti. Donc, nous allons faire, ou bien nous travaillons pour que les jeunes puissent s'impliquer de manière active dans la politique du pays. Que ce soit pour être candidat, que ce soit pour accompagner un candidat, mais renforcer cette capacité et chez les jeunes pour qu'elles s'impliquent davantage dans la politique du pays. Et protection contre l'implication dans les gangs grâce au renforcement de l'employabilité. Donc, c'est pour ça que nous essayons de donner des métiers aux jeunes parce que malheureusement, les gangs profitent des vulnérabilités des jeunes pour les intégrer, les impliquer dans les groupes armés. Donc, principales activités, c'est formation en engagement civique, plaidoyer, forum, programme radio, appui aux candidatures féminines. Nous avons un centre d'incubateur pour que les jeunes puissent vraiment se développer et apprendre à développer des stratégies pour avancer vers l'avant. Donc, aspect innovant, c'est intégration de l'autonomisation politique et économique à travers l'utilisation technologique et des réseaux de jeunes pour promouvoir la paix et l'inclusion. Donc, encore un autre projet à Alaska-Obas, et c'est un projet aussi pour renforcer les organisations communautaires de base, les organisations de la société civile. C'est le budget du projet, le titre, c'est renforcement de la sécurité alimentaire et de la résilience communautaire, et surtout à Alaska-Obas, la commune de Alaska-Obas dans le centre. Partenaire principal, c'est COSAD. 3604 participants, 2400 agriculteurs et 700 femmes. Principaux résultats, c'est amélioration de la productivité des revenus, autonomisation économique des femmes, restauration des terres et sensibilisation à l'égalité de genre. Et dans le pays en général, mais en particulier dans le centre, il y a cette stéréotype que les femmes ne produisent pas, donc c'est pourquoi elles sont victimes de violences. Donc c'est pour ça aussi qu'en Haïti, et surtout dans le centre, nous essayons de vraiment promouvoir cette capacité chez les femmes, de montrer qu'elles sont capables de produire, qu'elles sont capables de prendre en main leurs responsabilités, et ainsi, ça va apporter une certaine autonomie et par conséquent, diminuer la question de la violence, bien que nous faisons aussi des formations sur la masculinité positive pour renforcer la question pour éviter que les femmes soient encore victimes de violences basées sur le genre. Formation, principale activité, c'est formation en agroécologie, appui en équipement, formation en formation entrepreneuriale, restauration des sols, campagne sur l'égalité de genre. Donc, aussi, à travers ce projet, nous faisons la transformation des produits, ce que les gens produisent, maïs, des choses comme ça. Les céréales, on essaie de les transformer pour que les revenus soient de plus en plus grands. Aspect innovant, c'est combiner l'agroécologie, l'autonomisation des femmes et la participation des jeunes pour une croissance durable. Comme vous pouvez remarquer, notre focus, c'est toujours les femmes, les jeunes, et voir comment, avec la question de la terre, surtout dans les projets de développement, comment la question de la terre, la question de l'agroécologie puissent être combinées ensemble pour une résilience durable. Donc, maintenant, nous sommes au projet humanitaire. En particulièrement, nous avons un projet à Ansapit, c'est une zone frontalière. Il faut dire aussi que Lascaobas, en quelque sorte, c'est une commune frontalière. Lascaobas, c'est une commune frontalière. Donc, c'est tout près Belader. Et Belader, c'est aussi en face de la République dominicaine, la frontière Elias-Piñas. Et à Ansapit, c'est aussi une autre commune frontalière, c'est la commune de Pedernal, ou comme on dit en espagnol, Pedernales, qui est en face. Donc, aussi, comme vous pouvez, je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a une situation très tendue entre Haïti et la République dominicaine. Donc, et beaucoup de gens se font déporter par la République dominicaine. Maintenant, c'est comment accompagner ces gens qui arrivent généralement dans ces communes en frontalière. Et c'est pour ça que nous avons ce projet de 933 692 €. Les principaux bénéficiaires, 450 ménages. Notre partenaire local, encore un partenaire local, c'est Cross. Et puis, les principales activités, c'est transfert monétaire, 3 cycles de $150 par ménage.
et distribution de semences à cycle court et d'outils agricoles avec appui technique, renforcement des capacités locales en gestion des risques et appui à la protection civile. Stratégie, c'est combiner assistance financière et soutien à la production agricole pour couvrir les besoins immédiats, renforcer l'autonomie alimentaire et améliorer la résilience face aux crises. Comme j'avais dit dans le contexte, et comme j'avais annoncé dans le contexte, nous avons 5,9 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire et 51%. Donc, c'est pour ça que c'est aussi, c'est-à-dire, on ne peut pas faire un projet de développement si les gens sont encore dans le besoin et au quotidien. Donc, comment faire? C'est pour ça que nous essayons de combiner, de répondre au quotidien tout en essayant de projeter vers l'avenir avec les projets de développement. Donc, un autre projet sur sécurité alimentaire, c'est de la grandance et c'est financé par OCHA, un projet de 500 000 $ US et USD, et puis c'est 300 ménages. Encore un partenaire local, c'est RIFCAD, qui est une organisation majoritairement de femmes. Et donc, c'est encore 3 cycles de transfert de 150 $ par ménage, distribution de semences et d'outils agricoles avec appui technique, en distribution de chèvres, en 3 par ménage, soutien financier à 3 organisations communautaires de base et sensibilisation à la prévention et activités génératrices de revenus pour 45 femmes victimes de violences basées sur le genre. Et c'est toujours la même stratégie que nous utilisons pour les autres projets humanitaires. Et comme nous sommes dans une situation complexe, j'avais expliqué encore le contexte, donc nous rencontrons souvent des difficultés pour liquider nos projets sur le terrain. Intensification de la violence des groupes armés, des gangs et de l'insécurité. Nous avons un accès restreint pour nous rendre dans les différentes communes. Et nous devons faire des péripéties de gymnastique. Parfois, un voyage peut nous coûter 1 000 $. Pour un vol de 30 minutes, tu paies autour de 250 $ américains pour un vol de 30 minutes. Et ça représente un coût énorme sur nos activités. Accès limité aux ressources, pénurie d'intrants agricoles. Parfois, nous avons le projet, nous avons les fonds, mais c'est difficile de trouver les intrants dans les communes. Comme les principales routes du pays sont bloquées, de Port-au-Prince et aux autres départements. Donc, ça rend difficile la situation, le transport et pour avoir accès aux ressources dans les communes. Mais de toute façon, nous essayons quand même de renforcer les structures communautaires pour que les organisations, les paysans puissent produire eux-mêmes les intrants, ainsi qu'avec cela, nous pouvons renforcer du coup les structures communautaires. Donc, coût élevé de logistique et transport, contraintes de financement, malheureusement, depuis la guerre entre Ukraine et la Russie et aussi ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, Haïti n'est plus une priorité, même si nous vivons une situation très, 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 très difficile et précaire. Donc, malheureusement, nous ne sommes plus une priorité. Donc, nous avons des contraintes en ce sens pour les financements et nous essayons toujours nous faisons des gymnastiques, je dirais, pour trouver des fonds et aussi beaucoup d'ONG sont présentes. Donc, ça encore rend beaucoup plus difficile l'accès aux fonds. Donc, nous devons être chaque jour être plus performants pour trouver les fonds pour rendre possible nos activités. Insécurité alimentaire et instabilité économique. Et j'avais déjà mentionné la question de l'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, on peut parler d'une certaine stabilité de la gourde haïtienne par rapport au dollar, mais ça ne résout pas le problème parce que les gens vivent au quotidien et ils n'ont pas les moyens nécessaires pour pouvoir. Et nous vivons dans une économie très informelle, et nous ne produisons pas assez. On parle de 75 à 80% de ce que nous, Haïtiens, nous consommons sont des importations. Donc, c'est vraiment très peu. Et c'est-à-dire tout l'argent qui rentre au pays sort pour acheter des choses. Donc, risques environnementaux et climatiques. Chaque année, nous avons
environ 10 ouragans ou des tempêtes tropicales. Donc, chaque année, nous avons une période d'environ de 6 à 7 mois où on est dans une situation très difficile. Et comme les gens n'ont pas accès très souvent à d'autres moyens pour pouvoir répondre à leurs besoins, malheureusement, très souvent, ils sont obligés d'abattre des arbres et ça complique encore la question des risques environnementaux et climatiques, sans oublier les autres aléas qui peuvent compliquer notre situation. Aussi, faiblesse institutionnelle et contexte de gouvernance fragile. Depuis 2021, nous n'avons pas de président en Haïti. Ça fait 5 ans. Donc, c'est au niveau pays. Bon, une chose beaucoup plus simple pour expliquer cette réalité. Je donnais une conférence, je disais aux gens que ça fait 4 ou 6 ans qu'on sait exactement où on va avoir la Coupe du Monde. Haïti, on était le 7 février, on ne savait pas quel gouvernement est-ce qu'on allait avoir. Ça, c'est très compliqué. Un pays. Donc, on ne peut pas planifier un pays dans quelques minutes. Donc, ça complique notre situation. Donc, c'est pour dire que il y a des besoins et malheureusement, la situation ne nous facilite pas non plus et la livraison de ce que nous voulons offrir à notre population. Donc, sujet, nous pensons que peut-être dans notre cas et en lien avec ActionAid International et ActionAid France, nous proposons 2 sujets de plaidoyer, par exemple, faire de l'agroécologie, et en lien avec les besoins aussi, faire de l'agroécologie une priorité nationale de sécurité alimentaire. Donc, la problématique, c'est que la dépendance d'Haïti aux importations alimentaires fragilise la souveraineté nationale et expose les populations rurales et urbaines à une insécurité alimentaire chronique. Donc, quel est l'objectif de ce plaidoyer? Serait, premièrement, d'obtenir l'intégration officielle de l'agroécologie dans les politiques publiques agricoles, un budget national dédié à la transition agroécologique et des subventions ciblées pour les petits producteurs et les organisations paysannes. Les femmes représentent presque le moteur de la production, de la transformation en Haïti. Mais elles sont absentes malheureusement dans les sphères nationales, dans les discours. Donc, c'est pour ça, nous pensons qu'il faut renforcer les structures communautaires et surtout les structures des organisations de femmes. Et deuxième sujet, c'est reconnaissance et protection des femmes rurales comme actrices centrales de l'agroécologie. Malheureusement, dans notre société, les femmes ne sont pas souvent propriétaires de terrain, de terre. Ce sont les hommes. Donc, comment faire une plaidoyer pour que les femmes puissent avoir accès à la terre? Les femmes assurent une grande partie de la production alimentaire et de la commercialisation locale, mais elles ont un accès limité à la terre, le crédit et les formations techniques. Elles sont les moteurs, mais elles n'ont pas les moyens. Donc, c'est objectif du plaidoyer, c'est garantir l'accès sécurisé à la terre pour les femmes rurales, intégrer une approche genre dans toutes les politiques agricoles et mettre en place des fonds spécifiques pour l'entrepreneuriat agroécologique en féminin. Donc, ça, c'est nos différents partenaires, nos différents bailleurs, c'est surtout les partenaires financiers. Et vous pouvez voir, il y a OCHA, AFD, Coopération espagnole, Start Fund, UNICEF, GAFSP, et Commission européenne, WeCare, WeAct, EuroAid. Ce sont nos principaux partenaires financiers. Ça, ce sont nos partenaires locaux qui interviennent dans les communautés ou avec qui nous intervenons dans les communautés. Association Paysans Valus qui se trouve à Petit-Goâve, dans l'ouest du pays, dans le département de l'Ouest. Coordination pour des actions en santé en développement d'Haïti, COSAD, qui se trouve dans le centre. En coordination régionale des organisations du Sud-Est qui se trouve, CROSS, qui se trouve dans le Sud-Est. Réseau des organisations de producteurs et productrices de la Gandance, COPAGA, qui se trouve dans la Gandance. Et Réseau Femmes Capables d'Haïti, encore au niveau national et aussi dans la Gandance, surtout avec le projet que nous avons avec OCHA, et Mouvement Paysan Papaye, encore dans le centre, avec qui nous travaillons. En gros, c'est ActionAid Haïti. ActionAid Haïti, dans ce contexte que je viens d'expliquer, nos projets de développement, nos projets humanitaires
Et avec ça, nous essayons de répondre aux besoins des gens au quotidien avec une projection dans le futur. Merci. Bah, merci énormément pour cet exposé vraiment très complet. Je sais pas si Angéline ou Elisabeth souhaitaient compléter ou ajouter un petit mot avant qu'on passe à la suite. Alors, Je ne suis pas merci. d'accord. Après. Oui, merci. Merci, Mehdi. Je crois que Derry a vraiment fait un très bon exposé de notre programme. Donc là, si j'ai quelque chose à ajouter, ce serait au niveau des sujets de plaidoyer, juste pour dire que ces sujets de plaidoyer, c'est des sujets de plaidoyer qui sont déjà en cours dans notre programme. Donc, l'idée, c'est vraiment de renforcer ces initiatives en coopérant avec ActionAid France, en coopérant avec ActionAid Espagne, ActionAid International. Mais vraiment, par exemple, là, nous avons une photo d'une jeune femme, et vous voyez, dans un studio de radio, elle mène vraiment un plaidoyer lié vraiment aux questions genre, droits des femmes, en promouvant les initiatives communautaires. Donc, c'est des initiatives qui sont déjà en cours et que nous, à travers notre programme, nous essayons d'avancer au niveau départemental et au niveau national et bien sûr avec ce nouveau projet AFD Action Aid France, nous allons certainement faire visibiliser ces actions au niveau international, notamment en France, en Espagne aussi, puisque nous travaillons avec Action Aid Espagne et la coopération espagnole. Donc, sinon, je laisse à Elisabeth d'apporter certains éléments aux besoins. Merci. Oui, merci Angeline et Derry. Alors, comme complément, ça serait vraiment de mettre l'emphase sur la façon dont ActionAid collabore avec les entités locales. Dans notre approche, c'est pour déjà commencer avec un projet, nous nous assurons d'avoir une collaboration certaine avec les institutions étatiques et décentralisées. Et dans le cadre, par exemple, de CAFESP, même avec le projet de AFT, nous collaborons avec la direction départementale et agricole qui est une entité décentralisée du ministère de l'Agriculture et qui statue les normes et l'approche agroécologique que nous devons suivre et aussi même un travail de supervision de ce que nous faisons. Donc, nous nous assurons de faire ce travail. Par exemple, dans le cadre du projet AFD avec la distribution de semences, il va y avoir ces producteurs qui vont emprunter une piste agricole, une route agricole. Et cette route, même avant même de lancer le projet, il y a eu une approche de dialogue avec la direction départementale pour d'abord décider sur la route qu'il fallait prioriser et aussi mener la supervision des travaux également. En matière de collaboration, nous nous appuyons sur les organisations de base, Angine l'a noté et Derry également, et c'est que nous ne pouvons même pas entrer dans une communauté sans penser à intégrer une organisation locale, qu'elle soit mixte ou féminine. Et en ce sens, nous avons toutes les organisations producteurs et agricoles qui sont là à partager avec nous leur expérience, mais aussi nous les appuyons en matière de renforcement. D'où nos projets comportent généralement une composante qui vise le renforcement de ces structures-là également. Et pour terminer, je voudrais statuer aussi comme contrainte face au contexte et comme ActionAid est une organisation qui mène le plaidoyer et qui renforce les mouvements sociaux. Il y a cette dynamique qui est cassée parce que justement avec le contexte d'insécurité, et s'il faut amener plusieurs organisations autour d'une table, il faut les faire traverser plusieurs zones et ça rend difficile. Et avec, de par notre culture, les faire se réunir à travers une ligne ou bien à travers Zoom ou Teams, ça devient compliqué. Donc, pour nous, il y a cette problématique qui se pose en matière de renforcement de ces mouvements sociaux qui détient toute cette lutte
par rapport à la souveraineté alimentaire, l'agroécologie et tout. Donc, ça pose une contrainte majeure en matière de suivi avec ces mouvements sociaux et tout. Donc, voilà pour comme ajout et nous attendons vos réactions et questions. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais juste faire un petit témoignage avant qu'on passe aux questions. Je dois dire que j'étais déjà admiratif du travail d'ActionAid Haïti dans ce que je voyais au sein de la Fédération internationale, parce qu'Angéline témoigne souvent de la situation en Haïti auprès des collègues directeurs et directrices. Euh, mais lorsqu'on s'est lancé dans ce projet avec l'Agence française de développement, il fallait qu'on ait un partenaire qui ait un grand professionnalisme pour qu'on puisse avancer, parce que c'est un projet qui est dans une zone qui est considérée comme une zone humanitaire par l'Agence française de développement. Ça veut dire qu'on a été audité par un cabinet d'audit qui a posé énormément de questions, il y avait beaucoup de procédures à mettre en place, etc. Ça a été extrêmement simple de travailler avec ActionAid Haïti, donc merci beaucoup pour votre professionnalisme. Et je sais pas ce qu'en ont pensé les autres personnes qui ont assisté à l'échange. En tout cas, on se rend bien compte que notre soutien est un peu une goutte d'eau dans l'ensemble des activités que vous menez. J'espère que ça pourra croître dans le futur et qu'on arrivera à convaincre l'agence de mieux soutenir. Mais c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Euh, et- Si tu permets, Mehdi, bien sûr. je voudrais à ce titre énoncer ce que nous avons comme mécanisme de transparence et de plainte également. C'est-à-dire, nos projets bénéficient de ce mécanisme-là. Nous avons quelqu'un en plein temps pour vérifier que l'aspect Shia and safeguarding, c'est-à-dire en matière d'harcèlement sexuel et tout, est contrôlé. C'est-à-dire, nous avons deux lignes alertes qui sont ouvertes pour nos bénéficiaires et nos partenaires pour y avoir accès. Donc, ces lignes reçoivent les plaintes, des questions, des compliments, certaines fois. Je dirais ces derniers temps, beaucoup de compliments parce qu'avec le projet Start Fund, vu qu'on avait réagi immédiatement pour apporter notre soutien au niveau de Petit Gouave. Nous avons eu, de par notre approche et tout, des gens qui ont appelé pour, bon voilà, et partager leur appréciation de notre travail. Donc, c'est pour dire que notre mécanisme de plainte et aussi nos politiques sur la corruption et la fraude sont des mécanismes qui sont là pour guider notre approche, mais guider aussi nos opérations et sur le terrain. Merci. Et merci beaucoup pour ce complément. Euh, alors, tout à fait, Alain, je vois ta question dans le chat. Il est possible d'intervenir. Donc, soit vous me signalez dans le chat que vous souhaitez prendre la parole, soit vous levez la main via Zoom. Là, je balaye aussi les caméras pour voir si quelqu'un ne maîtrise ni l'un ni l'autre et me fait des grands signes pour me montrer que il ou elle souhaite prendre la parole. Alain, comme tu as posé une question dans le chat, je te passe la parole peut-être si tu souhaitais intervenir. Oui, bonjour. Ouais, c'était un exposé super intéressant parce que très complet sur toute la problématique qu'il y a sur Haïti. Euh, Bien, nous on est plusieurs là sur la visio du groupe ATFAT et on est en lien avec un village sur la Grand'Anse. Et effectivement, on intervient surtout dans le domaine de la santé et de l'éducation. Et la problématique qu'on a aussi, c'est par rapport à l'agriculture vivrière et la valorisation des productions locales. Et lors de notre assemblée générale le mois dernier, on était en visio avec le groupe local sur la Grand'Anse et s'est posé des questions posées par des femmes sur la valorisation de certaines productions comme le manioc. Et dans tout l'exposé qui a été effectué, euh, je me disais, est-ce qu'il n'y aurait pas des opportunités aussi de la part d'Actionnaire d'Haïti à intervenir dans ce projet-là ou en dehors sur un cadre, je dirais, purement agricole, voilà, enfin, sans avoir une très grosse ambition sur un projet. Je remets un tout petit peu de contexte. Donc, ActionAid France en fait, est aussi une fédération composée d'associations locales
Et donc, on a aujourd'hui beaucoup de membres d'associations locales qui sont présents et présentes, et ces associations locales ont leur propre projet, comme le projet qu'Alain vient d'exposer. Donc voilà, des fois, il y a aussi cette question de pouvoir connecter ce que font les associations locales avec ce que font d'autres actionnaires dans les mêmes pays. Voilà, c'était juste pour compléter un petit peu ce qu'Alain avait présenté. Euh, alors, avant de passer la parole à Angéline, peut-être comme Marc est dans la même association locale, est-ce que Marc, tu souhaites aussi compléter un petit peu et puis ensuite je passe la parole à Angéline et Elisabeth. Oui, merci Mehdi. Oui, pour compléter le propos d'Alain, donc on a, euh, dans le cadre de notre partenariat avec l'association locale haïtienne qui s'appelle ATED, je voulais savoir, comme tous les programmes développés par Action Aid Haïti s'appuient sur des partenaires locaux, est-ce que dans la zone de la Grand'Anse, la fédération ATED est connue d'Action Aid Haïti ou des partenaires que vous aidez localement sur la Grand'Anse. Merci Marc. Et du coup, dans l'ordre d'intervention, je crois que c'est Angéline qui avait levé la main en premier. Oui, ok, merci, merci Mehdi. C'était juste pour parler de la filière de manioc par rapport à la question de Alain, je crois. Donc, alors, déjà pour dire, premièrement, que dans la cadence, il y a vraiment un nombre élevé d'associations, d'organisations communautaires de base et parfois ces organisations sont membres d'un réseau plus large. Par exemple, nous avons Wopaga qui a 5000 membres. Donc, et aujourd'hui, là, je ne peux pas te dire, oh, Atel est parmi les 5000 membres de Wopaga, mais il faut dire que nous avons travaillé, par exemple, dans le passé avec CAPEGA également, qui est un réseau d'associations d'agriculteurs. Donc, il y a vraiment pas mal d'organisations communautaires de base qui travaillent sur la zone. Et maintenant, aujourd'hui, nous connaissons ATED déjà par vous, mais c'est quelque chose que nous pouvons encore, et c'est une organisation, une association que nous pouvons explorer davantage si Elisabeth ou Derry euh, ne connaissent pas l'organisation, mais certainement nos équipes sur le terrain pourraient nous donner plus d'explications. Donc, c'est d'abord pour expliquer ce contexte de mise en réseau des associations. Donc, d'une part. Par rapport à la filière de manioc, c'est une filière que ActionAid aussi appuie dans notre programme. Donc là, aujourd'hui, on parle de distribution de semences, appui technique. On ne fait pas vraiment distinguo par rapport à différents types de semences ou bien d'appui qu'on donne. Mais la filière manioc, c'est dans notre programme et nous avons justement travaillé avec l'Union européenne. Désolée, j'ai mes enfants là à la maison qui font un peu du bruit avec l'Union européenne, donc qui a renforcé cette filière en 2018 et 2022. Nous avons eu un projet en partenariat avec CARE de 4 millions de dollars avec l'Union européenne qui nous a permis de renforcer cette filière de la Grand'Anse. Et bien sûr, il y a vraiment lieu de renforcer, de capitaliser sur les acquis. Parce que il faut dire aussi qu'avec la situation du pays, les agences de développement sont un peu en retrait. Il y a plus d'opportunités d'action humanitaire, mais nous, au niveau de ActionAid, nous continuons à appuyer, à supporter le communautaire. Et pour nous, ce serait quand même bien d'explorer davantage avec vous comment, et soit en travaillant avec ATED ou d'autres associations locales avec lesquelles vous avez des engagements, voir comment renforcer ces initiatives. Donc, c'est pour vous dire un peu nos historiques par rapport à cette filière. À toi, Elisabeth. Merci. Alors, et déjà, nous allons voir où se trouve cette association, c'est une chose, parce que nous faisons un peu le mapping des organisations qui font la transformation au niveau de la Grand'Anse. Et avec l'unité de transformation que nous sommes en train de finaliser au niveau de GEBO, justement, c'est de voir si cette association a des associations de femmes qui peuvent avoir accès à cette unité. Parce que ça va être une unité de transformation qui exploiterait les tubercules
mais aussi du céréal. Donc, c'est l'idée déjà pour voir s'il y a une proximité par rapport à l'organisation, parce que c'est l'idée. Bon, alors pour Ropaga, notre partenaire, c'est dans une idée d'activité génératrice de revenus également. Mais quand même, avec une organisation qui est paysanne, il y a quand même une considération à faire par rapport à l'utilisation des équipements et aussi avoir accès aux services. Donc déjà, ça nous donne une idée. Je ne sais pas si Marc et Alain peuvent écrire le nom de l'association parce que j'ai cru entendre ACTED ou ACTED, juste pour être sûr. Merci. Ouais, merci. Je propose effectivement Marc ou Alain si vous pouvez bien écrire les noms dans le chat. Comme ça, les collègues d'ActionAid Haïti pourront effectivement voir si c'est des partenaires connus ou non de leur côté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je fais le tour des caméras. Moi, j'en ai une éventuellement, mais je préfère laisser la parole à la salle. Jean-Paul, vas-y, je t'en prie. Ouais, j'ai deux questions possibles. Je voulais savoir si on a une information sur le soutien qu'on apporte justement avec l'AFD à Haïti, pour avoir une idée de la somme, en fait, du volume que ça peut représenter par rapport à ce qu'ils nous ont présenté. Ouais, tout à fait. Bah, je peux apporter une information là-dessus, puis je laisserai les collègues compléter si ça vous va. Nous, aujourd'hui, dans le cadre du financement de l'AFD, on apporte un financement de 100 000 euros auquel s'ajoutent des valorisations. Donc, en fait, vous voyez, c'est quand même un assez petit financement. Après, dans les discussions qu'on a eues avec ActionAid Haïti, l'idée, c'était aussi de pouvoir intervenir sur des activités qui étaient déjà maîtrisées, qui pouvaient être répliquées, et donc de pouvoir plutôt soutenir ce que ActionAid Haïti fait déjà très bien sur place, sachant qu'on est donc sur une première tranche d'un financement AFD. L'idée, c'est bien entendu de pouvoir montrer que le travail est fait et bien fait pour que sur de futures tranches, on puisse augmenter l'aide qui pourrait être apportée via l'Agence française de développement. Tout ça, cependant, dans un contexte, et ça les collègues l'ont bien rappelé, où beaucoup de pays diminuent leur aide publique au développement, certaines agences se retirent. Alors, l'AFD ne le mentionne pas comme ça, mais d'autres agences, effectivement, considèrent de moins en moins Haïti comme une priorité. Et donc où le travail qu'on fait aussi en France pour se battre pour maintenir les volumes d'aide publique au développement à destination de ces pays-là doit aussi continuer pour s'assurer que voilà, le jour où on sollicite à nouveau l'Agence française de développement pour pouvoir continuer à financer le projet, qu'il reste de l'argent. Je sais pas si Angéline, je vois que tu as la main levée, je sais pas si c'était pour ça ou pour la question d'avant. Oh non, c'était une ancienne, mais tu as déjà tout dit, mais dis merci. Et bien sûr, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les collègues soient aussi en contact avec l'agence locale de l'AFD, et que donc le contact se fait des deux côtés pour qu'il y ait un maximum d'informations qui aillent vers l'agence sur ce qui se fait sur place. Luc, vas-y, je t'en prie. Oui, ben déjà, grand merci pour toute cette présentation très riche et très structurée au niveau de la communication. C'est vraiment très plaisant de mieux connaître vos réalités de travail. Moi, j'ai une question sur la question des plaidoyers que vous menez, qui, je trouve, sont intéressants et originaux. Je me demandais, est-ce que vous avez des échanges avec d'autres ActionAid ou d'autres partenaires de d'autres pays sur vos démarches de plaidoyer? Parce que c'est une question souvent que je me pose, c'est comment est-ce que les communautés locales peuvent intervenir ou interagir dans leur propre pays pour être un levier de transformation interne auprès des décideurs politiques nationaux et d'agir sur les politiques publiques. Euh, Quelquefois, on ne voit pas trop comment renforcer cette dimension-là auprès des communautés locales. Et vous en parlez, je trouve ça vraiment intéressant de mieux comprendre ces dynamiques-là, parce que quelquefois, nous, notre point de vue en Europe,
on le voit pas beaucoup. Ça nous a, c'est un peu, oui, c'est pas très visible toujours. Et alors que c'est effectivement un combat, un axe vraiment important de travail que vous mentionnez. Voilà. Donc, j'espère que ma question est assez claire. Bon, ok, merci Luc. Je vais donner quelques éléments de réponse et bien sûr, mes collègues peuvent compléter. Alors, nos sujets de plaidoyer, je dois dire, ils font partie déjà d'une initiative plus grande d'ActionAid International où aujourd'hui, on travaille sur la campagne de justice climatique, donc où nous priorisons, où nous faisons le plaidoyer pour en fait des financements vers des initiatives agroécologiques, des initiatives communautaires et pour contrecarrer vraiment les financements en vogue qui vont vers, on va dire, des projets industrialisés en agriculture et autres méga projets et qui certainement contribuent au réchauffement climatique. Donc maintenant, ce sujet-là, effectivement, dans le contexte haïtien, on va dire que quand on dit on fait des plaidoyers pour changer et ces plaidoyers vont vers où? Sachant qu'on a les faiblesses institutionnelles, on n'est pas une crise politique, ça fait vraiment plusieurs années, etc., etc. Mais je dois vous dire que au niveau communautaire, c'est vrai que nos organisations communautaires de base, nos organisations locales sont un peu fragmentées par la situation et le manque de financement, mais on arrive quand même à se mettre en réseau, on arrive quand même à se regrouper, on arrive quand même à maintenir le dialogue et voir comment, d'une part, dans notre programme, on peut avoir des actions qui déjà supportent ces initiatives de plaidoyer et d'autre part, nous engager avec d'autres membres de la fédération comme ActionAid France, où déjà on a des sujets en agroécologie qu'on va travailler ensemble. ActionAid International, c'est déjà le sujet, on va dire, de la fédération et que chaque membre doit contribuer, consolider des activités envers ça. Et donc, si je prends par exemple dans notre projet que nous avons là, bon, ce projet-là n'est pas présenté, nous avons un projet de développement également avec la convention, avec la coopération espagnole. C'est un projet de 3 millions d'euros, mais qui vise à renforcer la sécurité alimentaire. Dans ce projet, un component important, par exemple, c'est le renforcement des systèmes d'irrigation sur la zone. Par exemple, avec un projet de ce type-là, on vient de mettre, bien de réhabiliter un système d'irrigation, mais photovoltaïque, c'est-à-dire on passe d'un système alimenté par les carburants, le gaz, etc., à un système alimenté, un système solaire qui va irriguer plusieurs hectares de terre et donner accès à des femmes, à des paysans à l'eau pour continuer à promouvoir des initiatives agroécologiques, des pratiques agricoles favorables à l'environnement. Nous avons également, à travers ces financements en SAPIT, toujours avec la coopération espagnole, et construit un système photovoltaïque qui aujourd'hui alimente en plus de 130 hectares de terre. Donc ça, c'est vraiment renforcer la résilience communautaire. C'est vrai, nous avons ces sujets de plaidoyer, mais nous avons également des actions qui prouvent que oui, l'agroécologie, avec l'agroécologie, on peut alimenter les communautés. Avec l'agroécologie, on peut renforcer les familles. Avec l'agroécologie, on peut améliorer la situation des familles paysannes en Haïti. Il suffit vraiment d'avoir la volonté et de voir par rapport à ce contexte, qu'est-ce qu'on peut faire qui a un sens réellement, qui change réellement les dynamiques communautaires, même si c'est vrai au niveau politique, la situation est critique, même si on sait déjà que le plaidoyer, ça prend beaucoup de temps, mais il y a également des actions qui alimentent ces sujets-là et qui nous permettent
de rester cohérent par rapport à nos priorités et par rapport à la situation auquel fait face le pays. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais Elisabeth, si tu as des éléments à ajouter, vas-y. Oui, Merci. oui, certainement, certainement. J'ajouterais pour Luc que, bon, déjà dans notre approche, alors l'approche est claire, c'est que nous donnons les moyens aux communautés pour faire et monter leurs doléances vers les espaces, vers les décideurs. Et ça, c'est comment? C'est que déjà, nous les aidons à structurer leurs doléances et aussi à être en contact avec ces autorités locales ou bien les cadres qui sont beaucoup plus haut placés. Et ces espaces de rencontre, nous les valorisons et nous nous assurons aussi que ces femmes-là ou bien ces organisations qui ont des doléances et qu'elles les donnent de manière claire et simple. Et par le passé, et bon, peut-être récemment, nous avons dû accompagner une organisation de femmes de Wanamet où la personne lead a été à un forum que ActionAid organisait au Cambodge. Donc, c'était elle qui amenait vers un autre espace où il y avait d'autres bailleurs de fonds, mais aussi ActionAid, pour faire valoir ce que la réalité est dans sa communauté et aussi ce qu'elle fait comme travail au niveau de sa communauté. Donc, c'est elle qui apporte sa voix, mais aussi, c'est pas dans l'idée de, bon, voilà, que son travail s'arrête là. Elle revient à Wanamet et elle a un plan d'action pour continuer avec ce qu'elle a pris comme engagement au niveau, devant ses bailleurs de fonds et aussi ActionAid, mais aussi pour continuer avec ça. Et elle fait un travail magnifique à Wanamet en matière de lutte contre la violence basée sur le genre, mais aussi le traitement que subissent les femmes et les familles qui sont rapatriées par la République dominicaine. Donc ça, c'est juste pour ajouter à ce que Angeline disait en matière d'action concrète que nous faisons en matière de plaidoyer. Merci. Merci beaucoup. Et je tiens vraiment à le noter, c'est quand même la force de cette fédération qu'on partage les mêmes méthodes de travail pour le plaidoyer. À ActionAid France, on ne réussira jamais autant notre plaidoyer que quand les partenaires viennent en France pour pouvoir plaider eux-mêmes ou elles-mêmes auprès des décideurs ou décideuses publiques, etc. Et ça, c'est vraiment important. Euh, Par ailleurs, je pense que je l'ai un tout petit peu évoqué tout à l'heure, mais je tenais le réévoquer ici. La campagne Justice climatique d'ActionAid France, c'est aussi pouvoir sensibiliser sur la base de projets concrets qui sont menés par les partenaires. Et en l'occurrence, ce que ActionAid Haïti fait avec les communautés, c'est aussi quelque chose qu'on va valoriser dans le plaidoyer qu'on va faire en France. Et aussi, des outils seront créés pour pouvoir sensibiliser sur la base de ce qui est fait, pour pouvoir renforcer l'opinion publique sur la question des alternatives à apporter aux agro-industries. Et c'est un travail qui peut être fait à la fois avec des organisations de solidarité internationale, mais aussi avec des organisations, des mouvements qui travaillent sur les questions agricoles en France. Il y a des liens à créer dans tous les sens sur ces sujets. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions? Alors, Jean-Paul, je me permets juste de regarder s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui n'est pas déjà intervenu, et sinon je te repasse la parole tout de suite. Mais j'ai pas l'impression. Donc, vas-y, je t'en prie. Ouais, bah, c'était juste pour reparler de notre plaidoyer qu'on fait chez nous avec les appels urgents et les pétitions urgentes. Je me disais, est-ce qu'il n'y aurait pas matière peut-être à faire une pétition urgente sans que ce soit un appel urgent, mais une pétition urgente? Alors c'est un exemple que je dis, après ça peut être autre chose, c'est à voir avec nos partenaires d'Haïti. Moi je pensais envoyer, dans mes délires, envoyer une pétition urgente au Premier ministre d'Haïti en lui disant faites quelque chose pour l'accès à la terre des femmes en Haïti. Par exemple, c'est un exemple que je dis, mais après c'est aux partenaires d'Haïti de dire quel serait le bon sujet pour lequel on pourrait écrire au Premier ministre d'Haïti. Parce qu'avec nos pétitions urgentes, on touche quand même pas mal de monde chez nous, qui souvent font un petit chèque en même temps qu'ils envoient leur pétition. Donc ça peut soutenir un petit peu le projet, quoi. Et puis, dernier petit truc que je proposerais éventuellement, c'est à quand une tournée d'ActionAid Haïti en France pour toucher les groupes. Merci.
Je répondrai pas à la place des collègues sur ce dernier point, mais je sais qu'Angéline, tu viens souvent en Europe, donc on t'invite avec grand plaisir et les autres collègues aussi si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Mehdi. Oui, oui, oui. Donc, nous devons profiter de l'un de ces voyages-là parce que pour aller en Afrique, on passe souvent par Europe et puis il y a des fois des réunions d'actionnaires internationaux sur le continent. Donc, on peut vraiment s'arranger pour visiter vos partenaires, vos alliés en France et approfondir les discussions. Alors, par rapport à la pétition urgente, nous, bien sûr, autant que possible, nous voulons supporter toutes ces initiatives qui visent à vraiment renforcer l'autonomie des femmes. Et moi, et ce que je peux vous dire, par exemple, c'est un sujet d'actualité pour nous qui reste très cohérent et notre programme en témoigne. Par rapport, par exemple, nous parlons de ce projet photovoltaïque, de système photovoltaïque qui alimente une centaine d'hectares de terre et qui donne des accès à 130 familles à un système d'irrigation. Mais il faut dire aussi que dans ce projet également, nous avons travaillé avec les autorités locales compétentes et à faciliter l'accès au titre de propriété de terre à 30 femmes, je crois 30 femmes ou plus, Elisabeth. C'est-à-dire, c'est des choses très concrètes que nous menons par rapport à des sujets clés de plaidoyer et qui peuvent être supportés via notre programme et bien sûr pour lesquels nous comptons nous engager avec autant d'acteurs possibles, nous engager dans des initiatives similaires de façon à renforcer, voyez, nos forces. Je crois qu'ensemble, nous sommes plus forts, on le dit souvent. Et donc, si au niveau national et au niveau international, nous pouvons consolider les efforts, bien sûr, nous pouvons espérer à un changement, ou une transformation un peu plus durable, concrète, bientôt. Je ne sais pas si c'est bientôt, mais quand même dans les années à venir. Oui. Elisabeth, et je ne sais pas, et Jean-Paul, donc si ça répond à ce que vous venez de poser, mais c'est pour dire vraiment, voilà, et où l'on est. Et cette question d'accès à la terre était très d'actualité et reste cohérent par rapport à nos priorités programmatiques également. Et Et bon, alors si je peux ajouter, c'est que nous ne le faisons pas, c'est-à-dire en marge de l'État. C'est l'Institut national de la réforme agraire qui nous aide dans cette démarche. Donc, c'est pas une démarche que nous faisons comme ça. Donc, il y a l'État qui y intervient pour amener les bases juridiques, pour asseoir ça pour nous et que pour que les ayants droit aient des papiers qui soient légaux. Dans le cadre des petits périmètres irrigués pour l'irrigation. Donc, par exemple, au niveau de Ansapitre, nous avions accompagné 38 femmes. Et maintenant, au niveau de Préchet, il y en a 112 qui attendent. Donc, c'est l'idée que ces femmes-là obtiennent des titres de propriété pour les espaces qu'elles sont en train de cultiver, mais aussi des papiers qui soient légaux. Parce que là, au niveau des communautés, il y a beaucoup de charlatans juridiques qui sont là, donc à donner du papier comme ça et par-ci, par-là. Donc, et nous sommes vraiment reconnaissants envers INARA qui nous accompagne dans cette démarche pour déjà voir comment nous pouvons travailler avec l'instance locale qui est la DGI pour comprendre le statut de ces femmes-là et suivre la voie légale par rapport à ça. Déjà, ça rentre dans l'histoire de cette démarche de plaidoyer que nous faisons pour que ces femmes-là aient ce droit, ce droit de jouissance à la terre, mais aussi pour que l'État comprenne que c'est un travail qui est capital et c'est un travail qui est commun dans tous les départements, bon, c'est un problème commun à toutes les femmes, à beaucoup de femmes qui sont dans les départements du pays. Donc, nous allons continuer ainsi à charpenter cette approche, mais aussi à voir si nous pouvons nous allier avec d'autres organisations ou bien d'autres bailleurs de fonds qui voient la nécessité d'y prêter main forte.
Je vous mets aussi le document qui parle du projet d'irrigation dans le chat et comme ça, vous pouvez voir ce que c'est. Et si vous avez d'autres questions, je crois que Mehdi est là pour nous joindre et pour répondre à vos questions. Merci Elisabeth, merci beaucoup. Je propose qu'on prenne encore une ou deux questions grand maximum et ensuite que les collègues puissent profiter de leur jour férié. Ce serait quand même la moindre des choses. Je vois que Marc a levé la main, sauf si une personne qui n'est pas encore intervenue souhaitait intervenir. Et ben, je vois que personne d'autre ne lève la main. Marc, vas-y, je t'en prie. Ton micro est coupé par contre. Oui, oui, j'étais en train de le réactiver. Merci Mehdi. Euh, oui, par rapport à notre travail local de coopération avec ATED dans la zone de la Grande Anse, on a une difficulté structurelle, c'est que tous les échanges passent à l'heure actuelle par Port-au-Prince, c'est-à-dire que c'est le nœud central de distribution logistique au niveau d'Haïti, là, pas par rapport à ce que nous ont dit nos correspondants sur place que on a régulièrement par lien, par WhatsApp. Et je voulais savoir s'il y a si vous, une aide plutôt factuelle sur des substituts de liens physiques pour envoyer du matériel et qui pourraient passer hors Port-au-Prince pour qu'on puisse atteindre plus facilement au niveau de la Grande Anse. Alors, est-ce qu'il y a des ports périphériques et autres? Parce que globalement, on peut récolter du matériel facilement. Comme on est des instituteurs et des infirmières, mais c'est-à-dire des pansements, des choses comme ça, des choses non périssables qui peuvent être utilisées rapidement et ou des crayons ou d'autres aides à la scolarité, mais on est très comment dire, rétif à envoyer ça par des containers ou autres, parce que les dédouanements à Port-au-Prince sont difficiles, les gangs sont toujours là, prégnants, et on a peur qu'envoyer nos efforts de collecte seraient réduits à néant par rapport à cet état de fait-là d'insécurité sur Port-au-Prince. Merci. Alors, merci beaucoup, Jean-Marc. Effectivement, il y a un nœud sérieux en termes de déplacement au niveau du pays, la connexion entre Port-au-Prince et les autres villes du pays. Présentement, de toute façon, l'aéroport Toussaint-Louverture, l'aéroport international Toussaint-Louverture est fermé à cause de la situation ou est utilisé à des fins militaires, on va dire. Il y a l'aéroport national qui est ouvert. Maintenant, par voie maritime, il y a aussi des attaques de part et d'autre. Ça, nous ne pouvons pas vraiment vous dire, donner une quelconque garantie. Cependant, au Cap, il y a la deuxième ville du pays, Cap-Haïtien, qui est connectée internationalement. Et là, c'est plus facile et il y a des vols cap-haïtiens grandance et cap-haïtiens vers d'autres pays. Donc, je pense que s'il faut explorer et des opportunités pour envoyer ces choses, ce serait via cap-haïtien, plutôt par Port-au-Prince, parce que étant à Port-au-Prince également, les démarches, tout ce qu'il faut faire pour faire arriver cela à Grandance, c'est énormément coûteux et il y a des risques assez élevés. Donc, ce serait pas cap-haïtien. Après, il faut dire qu'il y a parfois des supports humanitaires provenant de ECHO, c'est l'instance européenne pour les actions humanitaires, et qui a on va dire, des vols, parfois Panama, qui relient les autres pays vers Haïti. Um, il y a aussi UNAS. UNAS, c'est pour les Nations Unies. Donc, pour le moment, c'est UNAS qui assure vraiment les vols humanitaires, qui aide, on va dire, même si c'est payant, mais qui un peu facilite le déplacement des organisations humanitaires à travers le pays, des places limitées, des financements réduits, mais qui est là. Donc, il y a parfois des vols République dominicaine, Haïti.
qui assure des transports, des cargos vers Haïti. Donc, c'est des pistes à explorer par rapport à des choses que vous voulez envoyer en Haïti. Merci. Je vous en prie. Sauf s'il y a une toute dernière question, et c'est le moment de se signaler. Ah bah, Adeline, vas-y, je t'en prie. Oui, excusez-moi, c'est juste que j'étais un peu intriguée dans le cours de l'exposé sur vos formations à la masculinité positive. Et j'ai aussi été intriguée en me disant, est-ce que quand vous encouragez la participation politique, c'est exclusivement les élections ou est-ce que c'est la participation aux organisations avec qui vous travaillez? Parce que j'imagine que les associations, enfin comme dans plein d'associations, une fois qu'on est dedans, des fois c'est pas facile de faire entrer des nouvelles personnes. Bon, là, je vais donner certaines explications, mais alors, nous avons nos projets dans le sud-est. Et à travers toutes nos actions, et notamment dans le sud-est, nous avons ce projet, nous avons mené des études et il y a des formations sur la masculinité positive. Bon, nous avons beaucoup travaillé avec les femmes, avec les filles sur l'autonomisation des femmes, etc., etc. Mais nous avons quand même, par rapport aux leçons apprises, par rapport aux activités menées, voir la nécessité quand même d'engager les hommes, les garçons, voyez, par rapport à cette problématique de genre et vraiment les aider à comprendre pourquoi ce besoin quand même de capitalisation, de respect des droits de la femme, etc., etc. Ça, c'est une chose. Donc, que nous continuons à faire, que ce soit à travers des appuis directs aux femmes, que ce soit à travers des activités de plaidoyer, on va dire, des shows de radio, on va dire des spots, etc. Donc, des activités, des initiatives économiques, c'est tout un paquet qui va vers l'autonomisation des femmes et des filles. Après, des filles. Après, il y a ce côté, cet aspect politique du sujet que nous abordons et notamment en commençant par le centre à travers un projet qui vise le leadership politique des jeunes, notamment des filles. Et là, bien entendu, c'est un paquet complet, sachant qu'il y a un centre incubateur et ce centre-là permet à la fois la formation, mais également donner cet espace aux jeunes, aux femmes, pour dialoguer, pour poser les problèmes des communautés, pour s'engager davantage et dans la réalité, dans la vie communautaire, n'est-ce pas? Et à travers ce projet même, nous faisons des formations sur la citoyenneté active, sur le civisme, sur toute une série sur le leadership politique, toute une série de sujets liés à la politique qui visent à vraiment et motiver les jeunes pour faire de la politique autrement. De ce que nous voyons ici en Haïti, nous voyons les résultats. Donc, tout se passe par la politique. Et donc, si on n'a pas une nouvelle génération avec d'autres façons de s'engager, donc c'est comme si notre travail ne contribue pas vraiment réellement à ce changement que nous voulons tant. Donc, à travers ce projet, nous travaillons également avec des organisations de la cité, de la zone, qui sont des membres de notre partenaire local COSAD. Donc, à la fois pour les engager et par rapport aux objectifs à l'objectif central du projet, l'autonomisation financière, l'autonomisation politique, mais également de renforcer vraiment le dialogue et la mise en commun des initiatives afin vraiment d'apporter une réponse beaucoup plus durable. Nous faisons, par exemple, hier, il y a eu des débats, il y avait une simulation d'élection où nous avons des jeunes qui mènent des campagnes, qui se positionnent, on va dire, posent les problèmes auxquels font face leur communauté et comment ils souhaitent s'attaquer à ces problèmes-là. Donc, c'est un projet assez intéressant
qui visent les jeunes, mais qui en même temps supportent les organisations locales, notamment en travaillant avec les femmes dans des initiatives économiques. Et ce centre incubateur qui donne vraiment un espace aux jeunes pour des recherches, pour des dialogues, pour des initiatives communautaires, pour des formations à vocation professionnelle, etc., etc. Vraiment, c'est assez intéressant ce projet-là. Bien entendu, c'est un projet on va dire, un peu politique. Et trouver des financements, c'est pas toujours facile. Il y a très peu d'acteurs qui veulent se mettre en avant par rapport aux initiatives politiques. Mais ActionAid, comme nous travaillons pour la justice sociale et tout ça, et cet aspect-là, et travailler avec les marginalisés, travailler avec les jeunes, avec les femmes. Donc, il est essentiel pour nous de doter ces communautés-là, ces gens-là, des moyens de pression, des moyens de vraiment euh, pouvoir et contribuer à un changement réel dans leur communauté. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Eh ben ouais, bah merci beaucoup. Moi, je propose qu'on s'arrête là, mais c'était vraiment extrêmement intéressant. Je pense que ben voilà, je peux peut-être parler pour les autres personnes qui ont participé aussi. Merci infiniment aux collègues d'ActionAid Haïti. Euh, je vois une question dans le chat qui demande si on peut avoir accès à la présentation PowerPoint éventuellement. Euh, Si c'est pas possible de la mettre là, sinon je donne aux autres participants et participantes mon adresse email. Si vous voulez la recevoir, notez mon adresse email et envoyez-moi un mail. Et je verrai avec les collègues d'ActionAid IT pour éventuellement vous la transmettre. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie infiniment. J'ai hâte qu'on puisse donner plus de nouvelles sur le projet, sur ce que fait ActionAid IT bah, dans les prochains mois et les prochaines années aussi, puisqu'on espère que ce partenariat sera long. Euh, je sais pas si de votre côté, vous souhaitiez avoir un petit mot de conclusion, si Angéline, tu voulais conclure un petit peu la réunion. Eh bien, OK, merci beaucoup, Mehdi, d'avoir pris l'initiative. Donc, c'est pour nous toujours bien de présenter ce que nous faisons en Haïti, de voir, d'explorer vraiment les opportunités de collaboration avec d'autres partenaires et parce que la situation qu'Haïti vivons, c'est une situation assez complexe, assez difficile. Et bien entendu, nous devons continuer à répondre, à contribuer, même si ce n'est pas de manière immédiate, mais notre travail vise vraiment un changement réel. Et donc ça, nous ne pouvons pas et le faire toute seule. Donc voilà, ça a été un plaisir pour nous de partager notre programme. Nous restons vraiment ouverts à toutes les questions, tout besoin d'échanges supplémentaires. Et bien sûr, la présentation, nous pouvons la partager. Derry fera le point avec toi et poursuivi avec tous les participantes à cette rencontre. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à nos collègues Elisabeth et Derry également pour leur participation. C'est tout pour moi et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous les participants et aux participantes aussi. Et donc, cette réunion a été enregistrée. On publiera le tout sur le compte YouTube de ActionAid France. Et on vous dit à bientôt pour d'autres moments de ce style. Ou si vous ne connaissez pas nos publications, si vous n'êtes pas abonné, etc., n'hésitez pas à le faire. On diffusera aussi beaucoup d'informations via d'autres canaux. Il ne reste plus qu'à D'accord. souhaiter une bonne... Juste un dernier mot, Oui, 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 Mehdi. oui. Vas-y, Donc, c'est vas-y. pour vous dire aux associations membres d'ActionAid France, nous sommes aussi ouverts s'il y a des activités auxquelles vous voulez que nous présentons quelque chose, nous participons et par rapport au contexte haïtien. Donc, c'est aussi possible. Donc, on est là. Wow, bah, Bye, au revoir. c'est vraiment sympa. C'est super, merci. À bientôt. Eh ben, bonne journée à tout le monde et à très bientôt du coup. Merci encore. Au revoir.